D'abord à remercier, je tenais à remercier le cabinet Mon Beau Patrimoine et puis Patrick de nous donner effectivement la parole sur une thématique qui nous est plus que chère et ainsi de pouvoir présenter nos convictions et surtout nos valeurs, c'est très important. On va essayer avec Damien d'être le plus pédagogue possible et de vous inviter vraiment dans notre univers qui, depuis quelques temps, prend de plus en plus de place dans nos vies. Je parle notamment de l'univers de l'énergie. On voit bien qu'on a une réelle problématique et une vraie thématique à soulever. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous sur ces thèmes. On a vraiment une petite heure. L'idée, c'est vraiment qu'on finisse la présentation de toutes ces questions à 20 heures. On a vraiment un impératif de 20 heures. Donc, voilà, on va essayer d'être concis et rapide. Et puis, bien évidemment, vous aurez toute la possibilité de poser l'ensemble de vos questions en direct à la fin de cette présentation. Donc, Damien, je vais te laisser la main pour la petite vidéo. Oui. Alors, effectivement, alors déjà, je vous remercie, Patrick, pour cette magnifique introduction. Vous avez dit déjà pas mal l'essentiel sur le marché. Mais effectivement, on va structurer notre réunion avec Brice, notre présentation sur, premièrement, vous présenter, comme le disait Patrick, on est sur un marché qui est porteur, vous donner un petit peu plus d'éléments et de décryptage de l'actualité sur cette partie. Et puis ensuite, on rentrera naturellement dans le détail de qui nous, on est sur ce marché porteur, qui est CVE, et puis on rentrera dans le détail de notre modèle de financement et de ce qu'on propose aux investisseurs privés. Donc, comme disait Brice, on va commencer par une rapide vidéo d'1 minute 30 qui va vous donner tout un tas d'informations que je viendrai ensuite vous développer pour vous présenter le marché. Alors, il faut que je me mette sur… Voilà. Tac. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Ah oui, on le voit. Alors, par contre, il faut que j'active partager l'audio de votre ordinateur. C'est parfait. Hop. Allez, on est parti. Donc, 1 petite minute 30 de lecture. Soyez bien attentifs. Et on se retrouve juste après. Vous entendez ? Hop. Donc voilà, maintenant je vais venir vous partager notre présentation que vous allez voir apparaître tout de suite à l'écran. C'est bon, tout le monde y voit bien? Quelque chose? Impeccable. Ouais. Parfait. Donc effectivement, on va d'abord aborder le marché. La vidéo a donné pas mal d'informations. Je vais venir compléter toutes ces informations, ou en tout cas les préciser. Comme on le disait, comme le disait Patrick en introduction, on est sur un sujet d'actualité. Patrick parlait effectivement de faire du bien à la planète. Là, on est sur l'aspect environnemental de la chose. On a eu la COP27 qui a eu lieu dernièrement, la COP26 l'année dernière, à l'occasion de laquelle ont été mis sur la table des sujets dont on entend de plus en plus parler, qui sont les sujets de la neutralité carbone, qui est un objectif à l'horizon 2050 de faire en sorte qu'on n'émette pas plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre est capable d'en absorber. Ça, c'est une première chose. C'est un objectif qui est mondial et que chaque pays décline ensuite à sa propre échelle. Là, on est vraiment sur l'enjeu environnemental, l'urgence climatique. Deuxième élément d'actualité, c'est, comme le disait Patrick, la guerre en Ukraine, qui nous a fait vraiment réaliser et toucher du doigt le fait qu'on était extrêmement dépendant des énergies fossiles qui viennent d'ailleurs, le gaz russe pour ne pas le citer,
Et finalement, on se rend compte qu'il y a dans la transition énergétique deux dimensions fondamentales. La dimension environnementale, à travers la lutte contre le réchauffement climatique, et l'enjeu géopolitique, puisque on se rend compte que pour s'affranchir des énergies fossiles qui viennent d'ailleurs, il faut qu'on développe des énergies renouvelables qui sont à la fois des énergies propres, donc non fossiles, et qui en plus sont développées en local, en France ou en Europe. Donc, c'est vraiment deux piliers très importants. Et en sous-jacent de tout ça, et notamment de l'aspect géopolitique, il y a l'enjeu économique, puisqu'il y a effectivement une flambée des prix de l'énergie et le développement des énergies renouvelables et l'indépendance énergétique permettra de lutter contre ce phénomène. Et donc, forcément, avec cette actualité forte, on voit, et notamment depuis quelques mois, une accélération qui est assez phénoménale sur ce marché-là. Il y a une prise de conscience politique qui est très importante. Au niveau de la Commission européenne, les énergies renouvelables ont été décrétées d'intérêt public supérieur. Donc, ça montre vraiment cette prise de conscience. Et au niveau de la France, on a un projet de loi qui est en cours de débat, qui va être prochainement, très prochainement même, voté. C'est la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, qui vise à faire lever certains verrous qu'on peut avoir sur le développement des énergies renouvelables en France, qui sont, comme souvent dans notre pays malheureusement, des verrous un petit peu administratifs, qui font que les dossiers sont plus longs à étudier et qu'on met 2 fois plus de temps à sortir les projets en France qu'ailleurs. Donc cette loi, elle vise justement à accélérer les choses et à faire en sorte que la France atteigne ses objectifs. Au niveau des objectifs justement en France, la stratégie, elle a été entérinée en début d'année. Elle précise que pour s'affranchir justement des énergies fossiles, il va falloir qu'on développe beaucoup notre production électrique en s'appuyant sur 2 énergies qui sont développées chez nous. Le nucléaire d'une part, qui est une énergie décarbonée, et les énergies renouvelables d'autre part, qui sont aussi des énergies décarbonées. Et en fait, le constat, il est simple. Il faut qu'on mette le curseur à fond sur les 2 énergies pour qu'on puisse remplir nos objectifs et surtout fournir le besoin en électricité en 2050. Donc, globalement, on est sur une stratégie 50-50, 50% d'énergie renouvelable. Et si on prend le cas du solaire, qui, comme Patrick le disait, est notre marché principal, en France, il va falloir qu'on multiplie le parc solaire par 10 d'ici 2050. Au niveau de l'Europe, si on prend un peu plus de hauteur, on a un plan qui a été présenté par la Commission européenne il y a quelques mois, qui est le plan REPowerEU, qui fixe aussi des objectifs à la hausse en termes de développement des énergies renouvelables, puisque l'objectif en 2030, c'est qu'on ait installé 600 gigawatts de photovoltaïque. Donc 600 gigawatts, pour vous donner un ordre de grandeur, 1 gigawatt, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc, ça vous donne vraiment un peu d'éléments pour voir ce que peut représenter 600 gigawatts. C'est assez énorme. Et 35 milliards de mètres cubes par an de biogaz. Patrick disait qu'on se développait aussi sur cette technologie. Effectivement, il faut qu'en 2030, on soit capable de produire 35 milliards de mètres cubes par an. Et le biogaz étant, sans rentrer non plus dans les détails techniques, mais c'est un gaz qui est généré par la fermentation des déchets organiques. Et du coup, c'est un gaz qui est propre et qui va permettre de produire du gaz en France ou en Europe. Et donc, de s'affranchir du gaz qui vient de l'extérieur. Et donc, la conclusion de tout ça, comme le disait Patrick, c'est qu'on est sur un marché qui est extrêmement porteur. Globalement, on a un boulevard devant nous sur le développement de nos projets dans les années qui viennent et de manière durable parce que effectivement les objectifs sont fixés à long terme et j'ai coutume de dire que on va pas se retourner dans 15 ans en relançant à fond le charbon. Voilà. Donc je vais transmettre la parole à Brice qui va vous présenter après ce focus sur le marché, qui va vous présenter nous qui on est sur ce marché. Mais juste un rapide focus sur notre démarche RSE. C'était précisé dans la vidéo, c'est précisé ici aussi. Le groupe CBE est une entreprise à mission. C'est quelque chose qu'on a inscrit dans nos statuts depuis quelques mois maintenant. Et l'objectif d'une entreprise à mission, c'est pas juste d'écrire une raison d'être dans ses statuts, c'est aussi de définir et piloter précisément des indicateurs en termes d'impacts environnementaux, sociaux et humain. Et donc, on est vraiment là dans une démarche RSE. Et pour aller plus loin, nous, dans notre démarche RSE, on est aussi en cours de labellisation B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez, mais B Corp, c'est le label mondial de référence en matière de RSE et qui va devenir vraiment un incontournable pour toutes les sociétés d'obtenir justement cette labellisation B Corp. Voilà. Donc, nous, on est en plein dedans et cette labellisation va arriver très prochainement. Brice, je te laisse la parole pour la suite pour présenter CBE.
Alors, j'ai juste sur Bicorp, je fais juste un petit zoom. En fait, ça veut dire Benefit Corporations. Excusez-moi l'anglicisme. En gros, il faut bien comprendre qu'en France, il y a à peu près 150 entreprises qui l'ont cette labellisation. C'est une labellisation qui est assez complexe, en fait, qui a un double objectif. Et c'est pour ça que le groupe CVE vraiment s'acquiert à l'obtenir. C'est d'abord, premièrement, c'est avoir une transparence totale envers le public. Ça, c'est très important. Mais c'est surtout avoir des effets bénéfiques sur le monde tout en étant rentable. Voilà. C'est pour ça que c'est assez complexe à obtenir. Et on l'espère vraiment que notre structure va l'obtenir d'ici 2023. Donc, ceci étant dit, le groupe CVE, qui nous sommes, en fait, nous sommes vraiment un producteur indépendant d'énergie. On n'est pas une énième société de gestion ou un énième asset. On est vraiment au cœur de métier du groupe CVE. C'est vraiment de développer, de financer, de construire, d'exploiter et de revendre de l'énergie, bien évidemment l'énergie décarbonée, à travers 3 technologies principales. Le solaire, ça effectivement, c'est vraiment le cœur de métier du groupe. Mais comme je le disais en introduction tout à l'heure, l'idée c'est qu'on marche mieux sur 2 jambes, voire même sur 3 jambes. On développe également l'énergie sur la partie hydroélectricité et biogaz, ce qu'on appelle la méthanisation. Et dans les années futures, il y aura également, et même dans un année assez rapide, le développement également de la partie hydrogène. Voilà. Donc, le groupe a été créé en 2009, c'est important, et le siège est basé à Marseille. Tu peux passer la slide d'après. Attends, hop, je suis bloqué. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres que je vais vous traduire rapidement. Alors, ce qui est important, effectivement, alors l'idée, c'est pas d'opposer Photosol à CVE, bien évidemment. On n'a pas du tout plus la même stratégie. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une présence, donc, bien évidemment en France, mais on a aussi une vision mondiale parce qu'on est également présent aux États-Unis, au Chili, en Afrique du Sud, demain en Espagne et peut-être après-demain dans d'autres pays européens, avec une stratégie qui est assez claire, qui est de dire on ne pilote pas ces pays depuis Marseille, bien évidemment, on pilote vraiment ces pays avec des entités qui sont pures, avec des salariés qui sont purs, qui sont présents sur le territoire américain, qui sont présents sur le territoire chilien et qui, du coup, pilotent effectivement chacune de nos opérations. Le chiffre d'affaires du groupe CVE s'étend effectivement à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un parc en construction et en exploitation de 550 mégawatts. Donc, comme le disait très bien Damien, 1000 mégawatts, ça représente un réacteur nucléaire. Donc, aujourd'hui, en production et en exploitation, nous avons un demi-réacteur nucléaire sur la structure du groupe. Alors, ce qui est important, c'est le portefeuille global, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. C'est quoi simplement, c'est que parmi les 340 collaborateurs qui composent le groupe CVE, on a une partie de ces salariés qui ont pour mission tout simplement de faire du sourcing. Donc, ils ont pour mission d'aller capter des terrains anthropisés ou des toitures sur lesquelles on peut apposer nos installations. Et donc, l'idée, c'est effectivement de toujours avoir en amont un sourcing bien défini, sachant qu'il y a différentes étapes dans le sourcing. Donc là, ce sont dans les 2800 mégawatts de sourcés. Il y en a un peu plus de 800 qui sont vraiment sécurisés. Le reste qui sont à d'autres différentes étapes de sourcing. Aujourd'hui, 550 mégawatts, ça équivaut effectivement, ce qui est important, à une ville à peu près 400 000 habitants en termes de production. Un peu plus même. Un peu plus même, ouais. Donc ça, c'est juste, alors je vais assez rapidement, c'est juste un arrêt de chiffres, en gros, du 31 juin 2021, focus le 31 juin 2022. On voit effectivement qu'on a une augmentation de beaucoup de nos indicateurs, notamment la marge, l'EBITDA, qui a juste bondi de 74% par rapport à l'année 2021, donc ce qui est plutôt assez exceptionnel. Et bien évidemment, un chiffre d'affaires qui suit tout simplement l'EBITDA. Donc on a vraiment aujourd'hui, on a une vraie vision de marché et et comme le disait Damien, on a vraiment un pipe de développement qui est assez confortable. Il y a que 30 jours en juin, Brice. Ouais. Je sais. C'est important ce 2026, c'est vraiment notre vision à 2026. L'objectif du groupe, il est assez clair. Tout simplement, c'est de produire un peu plus de 2 gigas au niveau de nos installations. Donc, c'est 2 réacteurs nucléaires de production. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif sous 2026. L'important, et là, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que nous sommes propriétaires de nos installations. C'est pour ça que vous voyez un investissement de 3 milliards d'euros. L'ensemble des installations que vous avez pu entrevoir à travers nos différents slides, et là, notamment dans la vidéo, sont des propriétés du groupe CVE.
L'objectif sous 2026, c'est bien évidemment de quintupler le chiffre d'affaires et de sextupler la marge, tout en conservant effectivement un portefeuille sécurisé d'un peu plus d'un réacteur nucléaire dans le pipe. Ok, merci Brice. Moi, je reprends la main du coup sur la partie financement. Brice parlait effectivement des 3 milliards d'euros investis dans nos actifs à l'horizon 2026. Aujourd'hui, on est autour de 700 millions d'euros investis à date dans nos actifs. Et donc, tout ça, ça illustre un besoin en capitaux qui est fort et donc un modèle de financement à mettre en place et dans lequel les investisseurs privés ont toute leur place. Et donc, depuis la création du groupe en 2009, on a acquis une certaine expertise en matière d'ingénierie financière. Et donc, cette expertise, elle est développée et pilotée par CVE Green Finance, qui est la filiale dédiée au financement du groupe CVE. Donc, Brice et moi, on fait partie de CVE Green Finance. Et au sein de cette filiale, on va retrouver des gens qui s'occupent plutôt du financement bancaire et institutionnel et des gens dédiés aux investisseurs privés. Et donc, nous, on fait partie avec Brice de cette équipe-là. Et donc, dans notre modèle de financement, on implique qui? On implique des institutionnels. Je prends pour exemple 2 opérations qui sont récentes et qui sont extrêmement structurantes pour le groupe. On a fin 2020 ICG, qui est un gestionnaire d'actifs anglais qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le monde, qui est venu investir à travers un fonds infrastructure, qui est venu investir 100 millions d'euros dans CBE au niveau de la maison mère. Et on a ensuite, fin 2021, une deuxième opération, deuxième effet qui se coule, Sven Capital Partner, qui fait partie du groupe EFI et Arkea, qui est venu investir 30 millions d'euros au capital de notre filiale spécifique sur la partie biogaz. Voilà. Donc, ces 2 opérations, elles sont extrêmement importantes pour nous parce qu'elles sont venues nous structurer, élargir nos épaules, si je puis dire, et surtout nous donner les moyens de nos ambitions 2026. Les 2 opérations, elles ont été structurées de sorte à ce que ces institutionnels-là représentent moins de 50% du capital et des droits de vote. Et forcément, c'est des éléments qui sont rassurants pour des partenaires et investisseurs privés, parce qu'effectivement, ce sont des grosses opérations qui ont eu lieu récemment. Et il n'est pas impossible que dans l'avenir, des gens comme ICG puissent remettre sur un en fait, ils sont venus avant la guerre, donc avant que le marché devienne hyper-porteur, ce qui est quand même encore plus sécurisant quelque part. Exactement. Donc, dans notre modèle de financement, on a naturellement les banques. J'ai mis ici quelques exemples de banques qui nous accompagnent, mais il y en a d'autres. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les banques, elles financent très bien les projets. Et quand on a des projets d'infrastructure dans les énergies renouvelables, la grande majorité du financement est apportée par les banques. C'est-à-dire que les banques financent 70 à 85% de l'investissement, selon si on parle de projets solaires ou biogaz ou si on parle de projets en France ou au Chili. Mais globalement, quelle que soit la technologie et le pays, les banques financent très bien les projets. Et ensuite, dans notre modèle de financement, on a bien sûr les investisseurs privés, c'est pour ça que vous êtes là. CVE implique les investisseurs privés. On reviendra ensuite sur notre track record, c'est-à-dire notre historique en matière de levée de fonds. On implique les investisseurs privés dans notre modèle de financement depuis 2011. Donc, on a une certaine expertise dans le domaine et surtout un certain historique qui plaît dans notre faveur. Et donc, comment on implique les investisseurs privés? Donc, à travers une gamme de solutions d'investissement diversifiées, qui sont structurés donc en interne pour les besoins du groupe. Les besoins, vous allez voir, peuvent être divers. On peut avoir des besoins en développement, des besoins sur le financement d'infrastructures bien précises. On reviendra dessus quand on vous présentera les produits. Elles sont distribuées par un réseau de partenaires CGP, dont Beaubourg du coup fait partie depuis récemment, et placées par l'intermédiaire d'un PSI, qui est un prestataire de services d'investissement. Tout l'aspect réglementaire de la chose, on reviendra dessus si nécessaire. Brice, est-ce que tu veux reprendre la main sur les… Oui, je reprends la main. Justement, je fais le lien avec ce que disait Patrick en introduction par rapport à ce qui s'est passé sur Internet et des différents mails un petit peu, qui étaient plutôt infructueux pour nous. En gros, pour faire simple, demain, un investisseur quel qu'il soit ne peut investir en direct chez nous. Il est dans l'obligation de passer par un CGP SIF. Voilà. Donc, si demain, vous venez à recevoir ce genre de mail qui vous demande directement de faire l'opération de vous-même, c'est juste impossible. Voilà.
Ça, c'était le point important. Alors là, je vais effectivement vous détailler deux solutions. Si vous voulez, chez nous, on a aujourd'hui quatre solutions obligataires et actions. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux premières sont plutôt fléchées dites corporate, c'est-à-dire que votre investissement ne va pas être fléché sur une technologie, mais plutôt fléché dans l'accompagnement du plan d'affaires du groupe. Donc, c'était à 5 ans, l'idée, c'est d'accompagner le groupe CVE dans son développement. Donc là, on est sur une obligation qui est relativement simple, qui peut être détenue à travers un compte titre, en nominatif pur ou dans des contrats de droit luxembourgeois à travers des FAS. C'est une obligation simple à coupon annualisé. Donc là, sur celle-ci, le client rentre avec 100 000 euros de ticket d'entrée minimum. Le coupon est bien évidemment de 7% par an. On est sur une maturité à 5 ans, c'est-à-dire qu'on a vraiment on a 5 ans de visibilité devant nous. Pas de frais d'entrée pour le client ni de frais de sortie, ce qui est important. Et la particularité de cette obligation, c'est qu'on a également organisé un mécanisme de liquidité qui est bien évidemment sous conditions et sous contraintes. Donc, on pourra peut-être revenir si vous le souhaitez plus tard. Voilà. Le petit frère, qui est exactement le même à 3 éléments près. D'abord, le ticket d'entrée, vous l'aurez remarqué, on passe effectivement de 100 000 à 5 000, donc un peu plus digeste pour une clientèle qui souhaite peut-être goûter à la structuration du groupe. Toujours fléché sur l'accompagnement du groupe CVE et non fléché sur une technologie particulière. C'est vraiment la même chose que la précédente obligation. On est sur un rendement un peu inférieur, parce qu'on passe de 7 à 6, et nous n'avons par contre pas de mécanisme de liquidité sur cette obligation. Toujours 5 ans, et toujours le même système de détention, à savoir obligation simple, compte titre, nominatif pur ou contrat de droit luxembourgeois, pas de frais d'entrée ni de frais de sortie sur cette obligation. OK. Je reprends la main du coup sur notre deuxième typologie de solutions. Brice, vous parlez effectivement des solutions dites corporate qui financent donc des besoins globaux du groupe, comme il disait, l'accompagnement, et c'est-à-dire plutôt des projets qui sont en développement. Voilà. Il s'agit de financer surtout notre plan d'affaires 2026. Là, on rentre dans une autre catégorie de produits qui sont les solutions dites infrastructures, où là, les fonds vont être fléchés directement sur des projets en particulier. C'est-à-dire que la société qui va être émettrice des titres, en l'occurrence ici des obligations, sera la société détentrice des actifs. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fonction de la société émettrice des titres, le sous-jacent va être différent. Là, le sous-jacent ici, c'est des centrales solaires au Chili. Comme disait Brice, on se développe énormément sur ce pays. Il a précisé qu'on avait des collaborateurs sur place. On a même une 40aine de collaborateurs sur place dans notre filiale chilienne qui sont dédiés au financement des centrales solaires sur place. Et donc, cette opération-là, qui s'appelle Chile 21 Premium, comme son nom l'indique, elle finance les centrales au Chili. 21 parce que ce sont les centrales qu'on a développées en 2021 et on construit aujourd'hui. On a même terminé d'en construire une partie. Il y a la construction qui est en cours de finalisation sur d'autres. Et cette première tranche de financement vient financer un parc de 6 centrales au Chili, parc qui en comptera à terme 16 centrales. Voilà. Donc, l'objectif de l'opération, là, et c'est aussi important de le dire, c'est de refinancer les fonds propres qui ont été apportés par CVE. C'est-à-dire qu'on est sur finalement, la banque a déjà apporté le financement, CVE a complété, et on vient refinancer les fonds propres de CVE pour que CVE puisse investir ailleurs. Et c'est important pour des investisseurs potentiels, c'est-à-dire que les projets sont, comme je le disais, en finalisation de construction, voire en exploitation, et donc on ne porte aucun risque de développement sur ces projets-là. Donc là, on est sur des obligations simples avec un rendement de 8% par an. Il y a une sorte de prime, entre guillemets, de financement à l'international. Ces obligations délivrent un coupon annuel, c'est-à-dire qu'à date d'anniversaire de l'émission obligataire, on a un coupon qui est versé de 8%. Ticket d'entrée 100 000 euros, une maturité de 5 ans. Il n'y a pas de fenêtre de liquidité sur ce produit et il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Et je précise que la société qui est émettrice des obligations reste une société de droit français. Et donc, on est sur un investissement en France et en euros sans risque de change. Autre typologie d'investissement infrastructure. Donc, pareil, même typologie de solutions. L'objectif est là de refinancer des fonds propres avancés par CVE dans la construction de certains projets. Donc là, on arrive aussi sur une phase très aval et très sécurisée des projets
sur des unités de méthanisation, en l'occurrence, qui sont déjà en construction, en exploitation ou en cours de mise en service. Là, on est sur un produit de type action, mais qui est, comme on dit, taillé comme une obligation dans la mesure où les conditions de performance et de maturité sont fixées en amont dans le pacte d'associés. Et donc, on peut donc annoncer un rendement à l'avance qui est donc de 7% par an, mais qui sera versé, à contrario des produits obligataires, in fine. C'est-à-dire qu'à l'issue des 5 ans, parce qu'on est sur une maturité de 5 ans, à l'issue des 5 ans, vous toucherez votre nominal plus 7% x 5 ans, c'est-à-dire 35%. On est sur un ticket d'entrée de 20 000 € et on n'a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie non plus sur ce produit-là. Bon. Donc, notre track record, je vous parlais de l'historique. Je vais laisser la main à Brice là-dessus, mais je vous parlais tout à l'heure de l'historique qu'on va vous présenter ici. Juste sur le produit biogaz, il est éligible, je ne sais pas si vous êtes détenteur de PEA-PME, mais il est éligible notamment sur cette enveloppe, donc c'est quand même important de le préciser. Le track record, en fait, vous l'avez sous les yeux. L'idée, c'est que, comme le disait très bien Damien, le groupe fait de la levée de fonds depuis 2011. Et depuis 2011, effectivement, la première information à bien prendre en compte, c'est que le groupe n'a jamais fait aucun défaut. Donc ça, c'est quand même important. Et il est vrai que en 2011, on n'avait pas effectivement le marché que nous avons actuellement. On n'avait pas effectivement vu les 2 fonds d'investissement qui ont remis effectivement dans la structuration du groupe. Donc aujourd'hui, on a encore plus de sécurité que ce que n'avaient d'autres investisseurs au début de l'histoire. Donc ça, c'est quand même important. Un peu plus de 10 000 clients nous ont fait confiance. Un peu moins de 10 000 clients finaux nous ont fait confiance, donc 9 600. On a réalisé à peu près 96 collectes pour presque 400 millions d'euros de collectes en global. Sur ces 400, il y a environ 160 qui ont déjà été remboursés, d'où un actif sous gestion de 220 millions d'euros. Et cela a généré bien évidemment un peu plus de 20 millions d'euros de plus-value versée. Voilà. Et donc, pour conclure, on va conclure avant de répondre à vos éventuelles questions sur donc les 5 bonnes raisons d'investir. Donc, la première des 5 bonnes raisons, c'est qu'on est sur l'économie réelle. Nous, on est sur des solutions qui sont décorrélées des marchés financiers. On voit crise après crise que il y a des chutes brutales de la bourse. Nous, on n'est pas soumis à ça. On est soumis à l'évolution de notre marché. Et en plus, la notion d'économie réelle donne aussi quelque chose de vraiment tangible. On investit sur un marché, sur une économie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que qui plus est, le marché sur lequel on investit, c'est un marché porteur. C'est le marché de la croissance verte, de la transition énergétique. On en a parlé en préambule. On est sur un marché qui est extrêmement porteur et de manière durable. Troisième point, on est sur une industrie résiliente. Je parlais juste avant des crises qu'on traverse. Globalement, l'énergie, on se rend compte que c'est assez central et fondamental, quelle que soit la crise qu'on traverse. On a vécu la crise Covid. L'économie s'est arrêtée brutalement. On avait quand même besoin d'énergie et qui plus est, le soleil a continué à briller et les entreprises comme les nôtres ont continué à générer du chiffre d'affaires avec la production d'énergie. Voilà. Crise géopolitique actuelle, on se rend compte que l'énergie, sans vilain jeu de mots, c'est le nerf de la guerre. Donc l'énergie est réellement centrale et donc on est sur quelque chose de très résilient. Quatrième point, on est une entreprise en forte croissance. On l'a expliqué à travers les chiffres, une entreprise en forte croissance dans un marché lui-même en forte croissance. Et cinquième et dernier point, et non des moindres, on est sur la notion d'investissement responsable. Nous, on propose des solutions qui offrent de bonnes performances, mais qui plus est, elles permettent de donner du sens à l'investissement. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus fondamental. Donc, nous, on permet aussi de cocher cette case-là. Voilà, donc en résumé, les 5 bonnes raisons d'investir. Et on vous remercie de votre attention et on laisse place à vos questions. J'ai une question qui est déjà arrivée et où on nous demande, c'est une question qu'on m'a déjà beaucoup posée, je connais la réponse mais je vais vous la laisser donner. Est-ce que la levée de fonds action est éligible au PEA ou au PEA-PME? Les deux. J'ai failli préciser quand Brice l'a dit. Effectivement, moi, j'avais oublié d'en parler, mais effectivement, c'est éligible au PEA et PEA-PME.
Et il n'y a aucun problème pour que la banque le loge dans le PEA ou le PEA-PME? Non. D'accord. Non, non. Okay, c'est notre back-office qui fait le nécessaire. Donc, je vous invite, pour ceux d'entre vous qui ont des questions à poser, je vous invite à faire comme la personne là qui vient de poser une question et à les envoyer avec le messagerie. Et moi, j'ai deux petites questions à vous poser, ou deux demandes de précision. Vous n'avez pas assez mis, à mon sens, assez l'accent sur la révolution qui est en train de connaître le marché de l'électricité en France. Parce qu'en France, votre business model, si je crois comprendre comment ça fonctionne, avant, c'est que vous alliez voir l'État, et l'État vous donnait l'autorisation de construire une centrale solaire. Il s'engageait à vous acheter l'électricité sur 15 ou 20 ans pour un prix supérieur au prix réel du marché, ce qui vous donnait de la visibilité, ce qui vous permettait de vous endetter. Et en contrepartie, vous étiez donc c'était un avantage et un inconvénient, mais vous étiez lié sur une très longue période. Et votre client, c'était pour l'essentiel l'énergéticien qui allait distribuer votre électricité. Mais là, depuis quelque temps, on a l'impression que le schéma évolue considérablement et que les prix ayant explosé, d'abord l'État gagne beaucoup d'argent alors qu'il pensait en perdre beaucoup avec ce système de plafonnement, puisque le prix de l'électricité plafonnée il est inférieur au prix du marché. Et deuxième chose, l'avantage maintenant, c'est que vous n'êtes plus obligé de travailler pour les nouvelles centrales de la même manière qu'auparavant et vous pouvez aller directement vers les utilisateurs, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est le premier point que je trouve qu'on n'a pas assez mis en avant. Et le deuxième, c'est comment ce même système, comment il fonctionne, comment ça se passe au Chili, comment ça se passe aux États-Unis ou comment ça se passe en République sud-africaine. Je vais me permettre, Damien, si tu me le permets, de prendre la main. Effectivement, vous avez raison, on n'a pas forcément insisté sur le premier point, mais c'était pour vous laisser la place à vos questions. On savait très bien que ça allait forcément fuser. En fait, c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que CVE, la cible, nos clients, on fait exclusivement du B2B. Donc, nos clients sont effectivement d'importants groupes industriels. Je vais en citer deux que vous connaissez tous. On a les laboratoires Boiron, on a le groupe SNCF qui nous font confiance. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a la libération un petit peu de l'énergie et de plus en plus de la vente, ce qu'on appelle en peer-to-peer, c'est-à-dire directement en direct auprès de l'entreprise, qui leur permet d'autant plus d'avoir une source d'énergie complètement décarbonée et qui du coup rentre dans leur schéma industriel de décarbonation. Donc effectivement, c'est un marché qui explose. On a énormément aujourd'hui d'entreprises qui se posent la question, d'autant plus que, vous l'avez peut-être vu, l'État oblige maintenant les entreprises qui font des parkings de plus de 80 places à installer des ombrières. Vous l'avez également vu qu'aujourd'hui, une entreprise qui sort de terre, qui construit son bâtiment, va avoir une obligation de mettre effectivement des panneaux solaires sur son toit. Donc bien évidemment, tout à fait, vous avez raison Patrick de le souligner, c'est un marché qui demain aura encore plus de bénéfices à nous apporter que ce qu'il n'est aujourd'hui, puisqu'effectivement, jusqu'à présent, on était en quasi d'obligation de revendre le courant à nos amis d'EDF. Je complète juste, parce que la remarque est très bonne. Alors, effectivement, on n'est pas rentré entre guillemets, dans ces détails, parce que c'est assez technique. Mais effectivement, alors déjà, ce qu'il faut savoir, et si vous allez sur le site de CVE Group, nous, la stratégie, la vision stratégique du groupe, elle s'appuie sur plusieurs piliers. Et un des piliers, c'est la vente directe d'énergie. Donc, effectivement, c'est sortir de ce schéma de vente à l'État ou de vente à EDF. Et c'était très mis en avant jusque-là. Mais là, la hausse des prix accélère. C'était mis en avant dans notre vision stratégique, mais finalement assez peu dans les chiffres, parce que notre chiffre d'affaires était basé majoritairement en France sur la revente à EDF. Mais la hausse des prix, entre guillemets, donne raison à la vision stratégique avancée par le groupe, puisque cette hausse des prix-là, elle fait en sorte que de plus en plus de gens se tournent vers nos solutions pour avoir des prix qui soient stabilisés. Et donc, on se retrouve à vendre, comme le disait Brice, à des grands industriels ou à des agrégateurs d'énergie. Et donc, c'est quelque chose qui est assez rassurant parce que effectivement, jusqu'à présent, on était sur un prix de revente, une sorte d'obligation d'achat d'EDF qui était décorrélée du prix de marché, c'est-à-dire qu'il complétait la rémunération parce que finalement, les prix de revient étaient supérieurs, les prix de revient de l'énergie solaire. Ces prix ont eu tendance petit à petit à baisser. Et là, il s'est passé le phénomène inverse, c'est-à-dire que les prix de l'énergie ont drastiquement augmenté.
Donc aujourd'hui, les projets sur lesquels on est en obligation de revente à EDF, effectivement, pour l'État, on est passé d'une charge à une recette. Et c'est notamment, par exemple, ce qui a permis de financer des choses comme le bouclier tarifaire. Voilà. C'est grâce à ce surcoût-là, à cet excédent de la revente du prix de l'énergie qu'on a dû reverser à l'État. Et donc ça, c'est un élément qui est très important et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, entre guillemets, d'avoir un tarif qui est subventionné par l'État. Et ça montre la maturité de la filière versus il y a 10-15 ans en arrière. Donc, je vous remercie, Patrick, pour la question parce qu'elle était… Ok, alors j'ai une deuxième question. Et il y avait le Chili aussi, savoir comment ça se passe au Chili. Multiplier l'énergie solaire par 10, ça va avoir quel impact sur les surfaces? Comment ça va se passer? Comment vous allez trouver, en France par exemple, comment vous allez trouver les surfaces pour installer vos panneaux? Alors il y a les ombrières, mais les ombrières, effectivement, alors là, il y a un décret qui est passé récemment, enfin qui a été voté au Sénat, qui est le fait qui est l'obligation maintenant pour tous les parkings de plus de 80 places d'installer des panneaux photovoltaïques, des ombrières de parking. Et ça comprend y compris les parkings déjà existants. Donc déjà, ça va permettre, c'est une très bonne nouvelle pour la filière, ça va permettre de développer. Après, les surfaces de parking, c'est pas non plus ce qui va permettre d'atteindre cet objectif-là. Il y a un autre enjeu qui est assez fondamental, c'est le développement de ce qu'on appelle l'agri-PV, c'est-à-dire l'agri-photovoltaïsme, et c'est le fait d'arriver à mutualiser sur un même foncier une activité agricole avec une activité de production d'énergie. Et il y a plein de projets qui sont adaptés à ça. Jusqu'à présent, il y avait un peu des freins qui étaient mis par les fédérations, etc., parce qu'il ne s'agit pas, et à juste titre, de venir remplacer des terrains agricoles par du solaire. Et le but, c'est d'arriver à mutualiser les deux. C'est un des gros enjeux de l'avenir et ça va permettre d'accélérer le développement du solaire. Après, je lisais un article justement sur l'agri-photovoltaïsme l'autre jour qui expliquait globalement que pour atteindre nos objectifs à 2050, ça correspondait peu ou prou à c'était moins de 1% de la surface agricole en France. J'ai raté les bonnes questions de Patrick Fontan qui est là-haut. Donc ça fait donc c'est un petit peu un faux débat quand on parle de on va pas non plus recouvrir toute la France de panneaux solaires. C'est un petit peu un faux débat puisque voilà l'objectif global, si on le ramenait juste à de la surface agricole, ça représenterait 1% de la surface agricole. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de débat sur ce sujet. Ok. Et donc j'ai une autre question. Est-ce que vous avez des exemples de retour sur investissement sur les projets que vous réalisez? Quand vous avez évoqué le terme de résilience, ça laisserait supposer que vous avez des retours sur investissement qui sont relativement, où vous avez de la visibilité et moins de risques que sur d'autres projets énergétiques. La visibilité, elle est donnée dans la mesure où quand on développe un projet, effectivement, on s'assure toujours d'avoir un contrat de vente d'énergie qui soit long terme. Quand on parlait de la vente à EDF, effectivement, c'était des contrats de 20 ans. Aujourd'hui, quand on va aller voir d'autres clients, parce qu'effectivement, on est en train de passer d'un système où on était relativement mono-client à un système où on a de plus en plus de clients. Quand on va voir un client comme la SNCF, l'idée, c'est de signer un contrat de revente d'énergie sur aussi 15 ou 20 ans. Voilà. Donc là, ça permet aussi… L'investisseur que vous êtes, sur un projet à développer qui n'existait pas auparavant, il a un objectif de rentabilité de combien des capitaux qu'il investit? Le TRI, alors après, il y a la notion de TRI avant equity, après equity. Moi, je ne suis pas un expert financier. S'il y a des questions vraiment précises là-dessus, il faudra qu'on le regarde au niveau du business plan. Mais de tête, globalement, le TRI sur les projets solaires, il est de l'ordre de 7%, 6-7%. Ouais, c'est ce que j'avais en tête aussi. Quand je faisais du private equity, c'était un peu plus cher, mais c'était il y a un peu plus longtemps. Voilà. Quelle est la part de vos activités France par rapport au chiffre d'affaires mondial? Alors aujourd'hui, la France, ça représente naturellement la majorité de notre chiffre d'affaires. Mais l'objectif à l'horizon 2026, c'est que globalement, 50% de notre chiffre d'affaires soit réalisé à l'international. Sachant qu'en France, sur le territoire national, on développe les 3 technologies, là où on développe uniquement les technologies solaires sur les autres pays.
Voilà. Et ça ne fonctionne pas tout à fait comme en France, donc à chaque pays, il y a une organisation différente du marché de l'énergie. Exactement, oui. Effectivement. Donc, si on prend l'exemple du Chili, alors nous, on n'est pas allé juste s'implanter au Chili parce qu'il y avait du soleil, et en l'occurrence, il y en a beaucoup, donc tant mieux. Mais on y allait aussi parce que, bon, déjà aussi, c'est un pays qui est stable, hein. C'est le pays vraiment le plus stable économiquement et politiquement en Amérique du Sud, avec des très bonnes notations COFAS. Mais qui plus est, c'est un pays qui propose une réglementation qui est intéressante pour le développement de projets comme nous, puisque ils encouragent à travers un dispositif qui s'appelle PMGD, je vous le ferai pas en espagnol, mais qui incite à développer des projets de petite taille, c'est-à-dire de moins de 9 mégawatts, au plus proche des centres de consommation et des agglomérations. Et ça rejoint tout à fait, je vous parlais de la vision stratégique de CBE. Dans notre vision stratégique, il y a la vente directe, mais il y a aussi la production d'énergie décentralisée. Et la production d'énergie décentralisée, ça implique de développer des petites ou moyennes centrales au plus proche des centres de consommation pour être finalement dans un schéma de circuit court de l'énergie. Et donc, le Chili est tout à fait dans cette veine-là. Voilà. Si on prend l'exemple du Chili. Et là où en Afrique du Sud, par exemple, on est plutôt effectivement sur des principes d'autoconsommation, où là, on va installer par exemple nos panneaux solaires directement sur des supermarchés ou des entités qui autoconsomment leur propre production. Ok, alors j'ai une question sur la gouvernance de votre groupe. Alors, la question, c'est comment est organisée votre gouvernance et est-ce que les investisseurs participent à la gouvernance? Alors, je pense que les investisseurs, ça recouvre deux choses. Ça recouvre les fonds de private equity que vous avez fait rentrer au capital. Eux, j'imagine que vous avez des contraintes assez fortes en termes de gouvernance. Et les investisseurs, alors les obligataires, je pense qu'ils participent d'un peu moins près à la gouvernance que vos partenaires en private equity. Et la question, c'est aussi les porteurs d'actions, ceux dont l'objectif est d'avoir un rendement de 7%, comment ils sont associés à la gouvernance? Alors, comment organiser la gouvernance du groupe et des projets? Effectivement, alors au niveau du groupe, nous, on a ICG qui est rentré. Au niveau de la filiale biogaz, on a Sven Capital Partner. Ils sont naturellement partie prenante à la gouvernance puisqu'ils pèsent, si on prend le cas d'ICG, 49,7% du capital. Et si on prend le cas de Sven Capital Partner, 37% du capital de la filiale biogaz. Sachant que à notre actionnariat, on a aussi naturellement les associés fondateurs. Il y avait 3 associés fondateurs. Il y en a un qui est parti à l'occasion de l'entrée justement d'ICG, mais 2 des 3 associés fondateurs sont encore les dirigeants de l'entreprise. Ils détiennent 24% du capital. Voilà. Et il y a d'autres associés minoritaires. Les collaborateurs du groupe sont également associés de CBE. Je suis moi-même associé de CBE, du coup. Effectivement, quand on parle des obligataires, ils ont naturellement moins de rôle dans la gouvernance. Et si on prend le cas des produits actions, ils sont naturellement conviés aux AG et ils sont associés à travers le pacte d'associés. La gouvernance est précisée dans le pacte d'associés. Donc, ils auront forcément un petit peu plus de rôle à jouer dans la gouvernance. Ok, donc je vais passer la question sur l'utilisation des terres agricoles parce que je crois qu'on avait déjà apporté la réponse. Et donc la question qui suit, c'était est-ce que vous pourriez revendre… attendez, j'essaie de faire… Est-ce que vous pourriez… Alors je ne sais pas ce que c'est que vous pourriez revendre, mais est-ce que vous pourriez vous revendre à des opérateurs étrangers? Vous pouvez vous reprendre à qui voudra vous acheter avec le bon prix, mais… Alors, pourriez-vous revendre? C'est revendre de l'énergie ou revendre l'entreprise? Non, je pense que c'est revendre l'entreprise. Ouais. Alors après, nous, on n'a pas de boule de cristal pour savoir de quoi demain sera fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ICG est rentré en 2020 avec une opération qui a été structurée de sorte à ce que ils soient là sur un horizon de 6 à 9 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un lock-up de 5 ans. Donc, 5 ans révolus, ça veut dire qu'ils sont là sur minimum 6 ans. Et plus tard, ils ressortiront à 9 ans. Donc, après, ce qui va se passer entre 6 et 9 ans, c'est compliqué de le savoir aujourd'hui. En fait, j'avais mal compris la question. C'était bien, est-ce que vous pourriez revendre l'énergie à des opérateurs étrangers? On pourrait revendre de l'énergie à des opérateurs étrangers. Oui. Et la suite de la question, c'était est-ce que vous avez un risque de nationalisation au Chili ou en République sud-africaine? En Chili, je pense que c'est pas pire qu'en France. En République sud-africaine, c'est un sujet.
Après, alors ça, il faudrait faire le point précisément avec les équipes internationales pour savoir quelle a été leur étude, parce que comme je disais, quand on va s'implanter à l'international, on ne regarde pas uniquement l'océan, on regarde la stabilité économique, on regarde des éléments comme la corruption, le pouvoir politique, etc. Et voilà. Après, moi, connaître le contexte politique au Chili, on le connaît. Enfin, il y a eu une élection qui a eu lieu assez récemment, une élection présidentielle qui a élu un président qui est plutôt progressiste et très pro énergie renouvelable, mais qui est plutôt situé à gauche, et il n'est pas venu nationaliser pour autant les projets. Voilà. Et en République sud-africaine, c'est l'ANC qui gouverne, et la meilleure des choses qui pourrait vous arriver, c'est qu'il s'en aille. Et a priori, il n'y a pas de risque à court terme. Il n'y a pas de risque politique à court terme plus fort que s'il existe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais après, Patrick, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos clients, on les oriente pas. On n'a pas de solution obligataire ou action fléchée sur une technologie en Afrique du Sud, par exemple. Là, en l'occurrence, on parle du Chili parce qu'effectivement, là, c'est un produit, c'est une solution et un pays sur lequel on a investi énormément et on a une vraie vision à long terme. Je ne dis pas que l'Afrique du Sud, ce soit différent, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'a pas de solution fléchée, du mouvement solaire sur l'Afrique du Sud. Donc, on n'a pas, voilà, nos investisseurs n'iront pas spécifiquement sur ce terrain-là. Alors, j'ai une question que je vous relis parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est quelle est votre politique d'investissement dans les unités de valorisation énergétique? Alors, les unités de valorisation énergétique, alors moi, pour le coup, je connais bien parce que je suis un ancien de Suez, donc j'ai travaillé longtemps dans la valorisation des déchets, et ce qu'on appelle communément les unités de valorisation énergétique, c'est ce qu'on appelait avant, plus péjorativement, les incinérateurs. C'est-à-dire que le principe des unités de valorisation énergétique, c'est la combustion des déchets qui va permettre, donc dans des chaudières, et qui va permettre de produire de la vapeur qui, elle, va permettre ensuite de produire de l'énergie, soit de l'électricité, soit de la chaleur. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Les unités de valorisation énergétique, ça peut aussi utiliser de la biomasse, du bois. Donc, nous, c'est pas des technologies vers lesquelles on va s'orienter. Dans les futures technologies qu'on va développer, Brice le mentionnait, il y a surtout l'hydrogène. Voilà, on va travailler déjà sur des projets pilotes là-dessus. Mais donc, pas de velléité, en tout cas, de développer plus la partie déchets ou biomasse sur la partie Et vos projets de développement, ils sont plus en France ou plus à l'étranger? Eh ben, ils sont les deux, hein. Ils sont les deux puisque on a le curseur qui est à fond sur le développement en France, mais aussi à l'étranger. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs ouvrir de nouvelles filiales, et notamment la filiale espagnole prochainement. Alors, il y a une question sur vos résultats. Alors, la première question, c'est sur l'évolution du résultat, et la deuxième, sur les objectifs en termes de partage de valeur. Donc, sur l'évolution du résultat, je vais vous laisser la parole, sachant qu'on a les bilans de votre groupe, hein, donc on pourra les commenter aux clients qui souhaitent vraiment avoir des explications détaillées. Mais sinon, je vous laisse la parole pour les expliquer. Alors, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on est une entreprise. Alors, on est une ETI aujourd'hui, donc une entreprise de taille intermédiaire. Donc, c'est le cap au-dessus de la PME, mais encore avec le développement d'une start-up, puisqu'on est sur un marché qui est en très forte croissance, et on est nous-mêmes en très forte croissance. Donc, forcément, on est dans une période de très forte embauche, puisque moi, je suis arrivé il y a 2 ans, on était un peu plus de 2 ans, on était 140. Aujourd'hui, on est plus de 350. Donc, forcément, on met le paquet sur le développement des projets. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas un groupe qui est structurellement à l'équilibre. Mais si on se contentait d'arrêter le développement et uniquement d'exploiter nos infrastructures existantes, alors déjà, on serait plus 350. Les Brice et moi, on serait plus là. Mais on serait il y aurait probablement 80 collaborateurs, et on serait naturellement sur des résultats très profitables. Donc, ce qui est clair, c'est que vous ne dégagez pas une rentabilité faramineuse. On parlait tout à l'heure du taux d'EBITDA. Et le taux d'EBITDA, il n'inclut pas les amortissements, et il n'inclut pas les provisions. Les amortissements, vous êtes un métier très capitalistique, donc ça coûte beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous avez besoin de capitaux pour vous développer. Nous, c'est des problématiques qu'on a bien connues avec Photosol,
qui a été racheté assez cher, je crois, même si on ne connaît pas le prix, par le groupe Ruby, et qui pourtant n'était pas très rentable. Il était un peu plus rentable que vous, mais il n'était pas très rentable. Faut voir que les parts de marché elles coûtent très cher aujourd'hui sur votre métier et qu'il y a des grands groupes qui sont prêts à payer très cher pour les acheter. C'est ce qu'a fait Ruby. Il y en aurait d'autres s'il y avait plus d'acteurs avant. Neoen, pour ceux qui sont intéressés, regardez la capitalisation boursière de Neoen aussi, qui est un opérateur qui est un peu comparable en plus gros à ce que vous faites. Vous êtes un métier où les valorisations sont quand même très fortes. Et le partage, alors je ne sais pas, objectif de partage de valeur, je ne sais pas trop ce que ça recouvre. Alors, pour les UVE, la personne qui posait la question, elle pense que vous loupez une opportunité parce que il y a des besoins réels et qu'il faudra faire plus d'enfouissement des ordures ménagères, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, et qu'il y a des vrais besoins dans les pays ultramarins. Non, mais sur les UVE, après, il y a des gens qui savent très bien le faire. Hein. Justement, moi, je parlais de Suez, pour qui j'ai travaillé pendant longtemps, et des gens comme Veolia, ils ont ou d'autres, hein, d'autres sociétés, ils ont 10 crans d'avance sur nous là-dessus. Et puis, on parlait d'infrastructures industrielles. Là, on est sur des infrastructures industrielles encore plus lourdes. Et en termes de besoins en capitaux, ça serait encore davantage, quoi. Ok, je crois qu'on est venu à bout de toutes les questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Sinon, ben, c'est l'heure du match, non? Je sais pas, il y a des matchs. J'avais dit 20h, il est 20h quasi. C'est demain le match. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez des informations complémentaires, d'abord, on vous enverra la présentation à tous que vous avez vue. Et si vous avez d'autres questions, on y répondra avec les éléments dont on dispose ou on les transmettra à nos amis de CVE. Et vos conseillers sont à votre disposition. Et moi, j'en profite pour remercier Damien, Aymar et Brice qui nous ont bien éclairé. Attendez, j'ai un dernier message. C'est le dernier, hein, celui-là. Ah ben non, mais il n'y a plus personne. Voilà, donc, écoutez, merci à tous les deux. Et merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, je vous laisse saluer nos... Merci à tous en tout cas. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Patrick qui nous la fera remonter et on sera plaisir. Merci pour tout encore. Hein. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.